Bonsoir. Bien, je vous souhaite la bienvenue au Collège de Rosemont pour cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale municipale à Montréal, plus précisément celle de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je m'appelle Sébastien Adam, je suis professeur de psychologie ici au Collège. J'enseigne dans le cadre du programme de sciences humaines. Je vais vous expliquer en quelques mots comment la soirée va se dérouler. Je vais ensuite céder la parole pour quelques instants à M. Stéphane Godbout, qui est directeur général du Collège. Et je passerai finalement la parole à M. Gérard Baudet, qui nous fait l'honneur d'animer cette soirée. Bienvenue dans un premier temps. Très heureux de vous accueillir et de contribuer à la vie démocratique de l'arrondissement. Ça rejoint nos missions d'enseignement, nos missions d'éducation et aussi l'importance qu'on accorde à l'engagement citoyen dans le cadre des études, mais aussi à l'extérieur du collège. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de la soirée, le collège, la direction, les étudiants qui y ont travaillé, toute l'équipe du SCALP, toute l'équipe des communications également. Merci également, évidemment, à nos deux candidats, messieurs Croteau et Gadouri, qui ont accepté d'être avec nous ce soir, et de nouveau à M. Baudet, qui va être notre animateur. Donc, brèves explications sur le déroulement de la soirée. Chaque candidat va disposer dans un premier temps de 5 minutes pour faire son mot d'introduction. Après quoi, il y a 6 thèmes qui leur ont été soumis, pas des questions précises, mais des thèmes sur lesquels ils devront faire le choix de ce qu'ils expliquent, de ce qu'ils présentent comme projet. Les thèmes, ce sont les suivants: la mobilité, la participation citoyenne, la démocratie locale, les familles et les enfants, la mixité sociale et fonctionnelle, l'environnement et les matières résiduelles, et la culture et les loisirs. Donc, ils auront 3 minutes chacun pour présenter leurs idées sur ces thèmes, et ce sera suivi d'un mot de clôture qui va durer 5 minutes pour chaque candidat. L'ordre des prises de parole a été déterminé au hasard et M. Baudet, notre distingué hôte, vous expliquera ça en cours de route. Donc, dernière mention, ou 2 dernières mentions, pardon. Donc, tout d'abord, l'arrondissement a donné lieu à plusieurs rencontres de ce type-là, soit des rencontres de quartier, de district. Il en reste une, je prends la peine de le mentionner, demain, donc pour le district de Marie-Victorin, donc qui représente l'est de l'arrondissement. Il va y avoir une soirée de débat demain, donc ça se déroule à 18h30 à l'école Saint-Jean-Vianney, au 6455 27e avenue. C'est présenté par la CDC de Rosemont et les 2 candidats de Marie-Victorin, donc Jocelyn Posé et Nathalie Fortin, seront présents. Donc finalement, avant-dernière chose, pardon, le café étudiant est ouvert. Si vous souhaitez en cours de soirée avoir breuvage ou quelque chose à manger, vous pourrez y aller. Et finalement, la soirée, je vous en informe, est filmée par Humasson, aussi par le collège. Donc, les enregistrements sont diffusés en direct ce soir et seront rendus disponibles plus tard. Donc, M. Godbout, je vous cède la parole. Ce sera très bref. Bienvenue à Rosemont. Merci beaucoup d'être là ce soir, d'avoir pris le temps de vous déplacer. Quand on a vu la température, Sébastien et moi, on a eu un peu chaud parce qu'on s'est dit peut-être que les gens vont avoir peur de la pluie. Le collège de Rosemont, c'est un collège qui se veut engagé, enraciné dans son quartier. On fait en sorte que nos étudiants, nos étudiantes puissent devenir des citoyens qui peuvent vivre des expériences concrètes de vie démocratique. Il y aura des élections. Je vous invite chacune d'aller voter. C'est un exercice qui est extrêmement important. Et quand on ne s'occupe pas de la démocratie, on le voit aux États-Unis, la démocratie peut s'occuper de nous. Donc, je vous souhaite un très bon débat et merci d'être venus. Et j'espère que les candidats auront l'occasion de bien faire valoir leurs idées, leurs projets pour notre arrondissement qui est en pleine transformation. Merci. Merci, M. Godbout. Donc, j'invite M. Gérard Baudet, professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal, à se présenter et je lui transfère mes responsabilités à partir de maintenant. Merci encore, M. Baudet. J'inviterai peut-être les 2 candidats à venir immédiatement se joindre à moi. Merci. Donc, mentionner d'entrée de jeu que j'apprécie beaucoup l'invitation qu'on m'a faite parce que, 1, je suis résident de l'arrondissement, donc ça me concerne directement. 2, je suis, on vient de le mentionner, professeur en urbanisme, professeur particulièrement engagé sur la place publique. Donc,
Je pense qu'il est important qu'on discute des choses qui relèvent de la municipalité, des pouvoirs des municipalités, notamment les questions d'urbanisme et au sens élargi, tout ce qui concerne la population et sa relation au territoire. Donc, j'ai bien hâte d'entendre les deux candidats et d'entendre ce qu'on va nous annoncer comme position. Évidemment, ce n'est pas le premier débat, donc j'imagine que c'est déjà un peu rodé. Je n'aurais pas à jouer un peu trop le préfet de discipline. Évidemment, ce que je vous demanderais, c'est idéalement de camper vos positions plutôt que de faire référence à la position du parti adverse, compte tenu que le temps est quand même assez limité. Comme on l'a mentionné, il y aura une alternance. Donc, c'est M. Gadouri qui va commencer avec l'introduction de 5 minutes, suivi de M. Croteau. Et ensuite, on alterne sur chacun des thèmes jusqu'à la conclusion. Donc, on va amorcer immédiatement avec le mot d'introduction de 5 minutes de M. Gadouri. Merci, M. Baudet. Dans un premier temps, je voudrais remercier les organisateurs, M. Adam, là, qui nous a écrit, je pense qu'il y a 2 mois déjà, la première fois, là, donc il s'est pris à l'avance. Merci de faire naître ce sentiment là, important de participation à la vie démocratique chez vos élèves. Merci, M. Godbout, aussi de nous accueillir. En fait, je dois vous dire que moi, je sollicite là, un 3e mandat. Ça fait 8 ans maintenant que je représente le quartier ici, là, où le cégep est situé, là, qui est le district Étienne Desmarteaux. En 8 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Si les gens se rappellent qu'est-ce que la Ville de Montréal avait dans l'esprit, qu'est-ce qu'on se disait de la Ville de Montréal là, il y a 4 ans, moi j'ai vu on va le dire, la chute là, de M. Tremblay, là, vécue de l'intérieur. Puis de voir aujourd'hui, après 4 ans là, du mandat du maire Coderre, de voir la fierté retrouvée. Et puis les gens parlent de Montréal en bien. Et quand on regarde les statistiques aussi d'emploi, de développement économique, je vois M. Kerr de la SDC, Promenade Masson, des locaux loués. On peut être fier du chemin accompli. Je voulais, en guise d'introduction, parler aux étudiants dans la salle, leur parler un peu de mon parcours, là, ce qui m'a amené en politique. J'ai étudié, moi, au Cégep Bois de Boulogne. Je n'aurai pas ma photo sur le hall des célébrités ici, mais j'ai étudié au Cégep Bois de Boulogne un DEC intégré, donc j'ai fait sciences pures, lettres et arts. Après ça, j'ai été faire 1 an de tronc commun à Polytechnique en génie informatique. Je me suis dit, je pense que je suis mieux de travailler avec des gens qu'avec des ordinateurs. Donc là, je suis allé compléter un baccalauréat en histoire à l'UQAM, donc un changement profond. Et puis mon dernier niveau d'études, maîtrise en épidémiologie et biostatistique, ce qui m'a amené à travailler à la direction de la santé publique. Et c'est là que j'ai vraiment pris compte que les changements qu'on veut faire en société, ils ont besoin du politique pour se réaliser. Et c'est là que j'ai décidé de m'engager. Quand j'ai commencé avec le Parti vert du Canada et le Parti vert du Québec. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré un des membres de notre équipe locale, Scott McKay, qui se présente ici dans Rosemont, conseiller de ville. Il était chef du Parti vert du Québec là, quand je me suis présenté la première fois aux élections municipales. Et de fil en aiguille, j'ai participé en 2004 au congrès de fondation de Projet Montréal. J'ai été là avec M. Bergeron. J'ai ensuite, je me suis présenté en 2005, une première fois à la mairie d'arrondissement de Rosemont, la Petite-Patrie. Mais bon, une élection de perdue. En 2009, par contre, je me suis présenté conseiller de ville et là, j'ai eu la chance de gagner. Comme je vous disais, c'était le premier mandat, les premières 4 années, c'était la chute de M. Tremblay. C'était pas très facile à vivre, disons, mais il y avait quand même pour nous, je me souviens, M. Croteau s'était joint à notre parti en cours de mandat. Il y avait eu quand même là des avancées pour la Ville de Montréal. Et puis, à peu près au milieu du 2e mandat,
Monsieur Bergeron s'est fait offrir d'aller réaliser des engagements qui lui tenaient à cœur, là, lesquels je défendais avec lui dans le parti avant, notamment le train électrique au centre-ville, la stratégie du centre-ville. Puis j'ai décidé de le suivre, d'aller travailler avec un maire rassembleur pour le bien des Montréalais. Je suis allé voir M. Coder, je lui ai demandé la responsabilité du vélo, chose qu'il m'a donnée. Puis là, je suis content de dire aujourd'hui, j'ai réussi à un bilan pour le développement du réseau cyclable montréalais. Je me suis vraiment réalisé pour le bien des Montréalais dans cet exercice du pouvoir. Là, je voulais vous parler en introduction de mon curriculum vitae. Je voulais vous parler un peu plus de moi au cours des échanges, puis aussi avec la période de questions à la fin. Je pense qu'on va pouvoir parler plus d'enjeux. Mais là, je voulais me présenter à vous tous en vous remerciant d'être ici ce soir. Merci. Donc, M. Croteau, 5 minutes. Merci beaucoup, M. Baudet. Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir au Collège de Rosemont. Merci aux organisateurs, M. Adam, également M. le directeur, M. Godbout, et à notre très cher animateur de la soirée, M. Baudet. Surtout, merci à toutes celles et ceux qui sont présents ce soir. C'est vraiment un honneur d'être devant vous, de pouvoir participer à cette activité démocratique. Vous savez, le 5 novembre prochain, c'est une élection importante à Montréal et c'est important de pouvoir avoir ce type d'échange, de pouvoir discuter avec vous, de vous entendre, que vous puissiez aussi nous challenger pour qu'on puisse répondre à vos questionnements, à vos aspirations et pouvoir ensemble ce soir faire valoir nos visions, ce que nous voulons pour à la fois Rosemont-la-Petite-Patrie au cours des 4 prochaines années, mais aussi pour Montréal, cette belle ville que nous aimons toutes et tous. Je vais prendre également rapidement la balle au bond, étant donné que nous sommes au Collège de Rosemont, pour rapidement faire un petit bilan de mon cheminement scolaire. Je ne me dirigeais pas vers les études universitaires il y a bien longtemps. J'avais, à la sortie du secondaire, fait un professionnel. Et il faut croire que la vie, parfois, nous amène toutes sortes de surprises. Et plus tard, j'ai décidé de me lancer comme étudiant adulte à l'université en histoire. Donc, je vous annonce ce soir que je n'ai pas fait de cégep, mais ça n'empêche pas que c'est très important d'aller au cégep. J'ai fait donc un bac en histoire et histoire de l'art. J'ai également des études en sociologie. Et plus tard, j'ai décidé d'aller faire des études en administration des affaires. J'ai fait un MBA. J'avais cette curiosité d'en apprendre davantage sur la gestion, mieux comprendre les rouages de la gestion. Et de fil en aiguille, j'ai voulu aller encore plus loin et je me suis lancé dans une épreuve extraordinaire qui s'appelle le doctorat. Je ne le suggère pas nécessairement à tous et à toutes parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Et j'ai fait donc des études doctorales en études urbaines, soit plus spécifiquement sur la gouvernance urbaine à Montréal. Et parcours qui s'est terminé il y a 2 semaines. Donc, depuis 2 semaines, je suis officiellement docteur en études urbaines, ce qui me laisse un peu plus de temps à partager avec mon fils et ma conjointe à la maison. Parmi tout ça, depuis 8 ans, et j'en suis très fier, j'ai eu la chance d'être maire de Rosemont-la-Petite-Patrie. On a un bilan assez extraordinaire et je crois que c'est important de le souligner. Nous avons été élus, donc, depuis 2009 à la tête de l'arrondissement et on a été capable d'insuffler un nouveau dynamisme dans Rosemont-la-Petite-Patrie, d'amener des nouvelles idées, de faire preuve d'audace et d'innovation qui, à chaque fois, nous a permis de nous démarquer, de servir d'exemple et bien souvent, de permettre aussi à d'autres arrondissements à Montréal de s'inspirer de nos innovations. Que je parle, par exemple, en matière environnementale, lorsque nous avons mis en place notre plan de lutte aux îlots de chaleur, notre programme des ruelles vertes également, ou encore la collecte du compost. Que je parle également de toutes nos mesures d'apaisement de la circulation autour des écoles, autour des parcs, pour améliorer la sécurité des déplacements de tous les citoyens. Également, tous les éléments que nous avons mis en place, toutes les mesures que nous avons mises en place pour la question de la culture, mais surtout le travail que nous avons fait en matière d'habitation, de mixité sociale, de logement abordable et aussi le travail extraordinaire de collaboration et de participation que nous avons fait avec les partenaires commerciaux pour améliorer nos rues commerciales. Au cours des 4 prochaines années, nous voulons poursuivre
dans cette audace, regarder vers l'avant et continuer à innover pour, encore une fois, transformer nos quartiers, faire de Rosemont la petite patrie toujours un arrondissement exemplaire et qui sera toujours leader dans tous les domaines. Et j'espère obtenir ce 4e mandat. Et ma foi, je suis aussi convaincu que le 5 novembre prochain, nous pourrons également avoir la chance d'avoir à la tête de Montréal une première mairesse qui amènera ce sang nouveau, cette sensibilité et cette approche de proximité où, pour nous, Projet Montréal, les quartiers sont la valeur la plus importante du développement de notre métropole. Merci pour ces mots introductifs. On va maintenant passer au sprint des thématiques. On commence avec le thème de la mobilité et en fonction de l'alternance qui avait été déterminée au préalable, c'est M. Croteau qui amorce. Merci beaucoup, M. Baudet. Alors, je vais, d'entrée de jeu, ancrer la mobilité dans des enjeux qui vont au-delà de simplement la circulation ou le déplacement, je dirais, de vélos, d'autobus ou encore de voitures, de camions. Pensons la mobilité en termes de déplacement des gens et des marchandises, mais surtout en termes de développement social et de développement économique. L'enjeu le plus important à l'heure actuelle à Montréal pour permettre à notre métropole et nos quartiers, à nos arrondissements d'évoluer, d'avancer, permettre à tous les citoyens de pouvoir participer pleinement à l'activité sociale, culturelle, économique dans nos quartiers, il faut améliorer la mobilité. Au cours des dernières années, nous avons mis en place énormément de mesures pour faciliter et améliorer toutes les formes de mobilité, mais particulièrement la mobilité active. Je l'ai dit en introduction, on a mis en place des mesures d'apaisement de la circulation très importantes autour de l'ensemble des écoles et des parcs pour faire en sorte que les enfants, les moins jeunes, les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès à ces lieux de façon plus sécuritaire. Mentionnons qu'il y a seulement 30% des enfants qui vont à l'école à pied chaque jour et c'est trop peu. Si on veut améliorer l'activité chez les jeunes, il faut mettre l'emphase là-dessus. Au cours des prochaines années, ce que nous voulons réaliser, c'est véritablement une transformation encore plus importante en matière de mobilité active. S'inspirer des lieux de destination pour être capable de créer des corridors étudiants, créer des corridors de déplacement sécuritaire pour les vélos, mais aussi permettre plus de mobilité en transport actif et collectif, et ça, bien entendu, en tenant compte également des gens qui veulent se déplacer autrement et qui ont le besoin de le faire. Et pour nous, c'est absolument majeur de pouvoir réaliser ce type d'engagement. Lorsque nous avons adopté notre plan local de déplacement en 2013 à Rosemont-la-Petite-Patrie, 80% des gens que nous avions consultés, soit 3000 personnes au total, nous ont dit très clairement qu'ils souhaitaient se déplacer davantage à pied et à vélo, mais que ce qui les empêchait le plus, c'était la sécurité, le sentiment de sécurité dans ces déplacements, mais aussi la convivialité des parcours. Il faut revoir notre façon d'aménager l'espace urbain, il faut revoir l'aménagement de la voie publique pour qu'il y ait un meilleur partage entre tous les usagers, pour faire en sorte que les humains et la marchandise se déplacent de façon plus durable, efficace, pour faire avancer notre métropole encore plus loin et pour que Rosemont, la petite patrie, demeure un endroit où justement les déplacements sont à échelle humaine. Merci. M. Gadouri. Oui, merci pour le choix du thème très intéressant, la mobilité. Je vais commencer par vous parler des projets structurants qui sont identifiés dans notre plateforme électorale. Premièrement, le réseau électrique métropolitain. Pour les gens qui connaissent la ligne de train électrique Deux-Montagnes, il y a une partie du réseau qui couvre cette ligne-là. Et donc, si on fait la ligne ensemble, là, ça commence près du 10-30, par-dessus le nouveau pont Champlain. Maintenant, ça se dirige par Griffintown au centre-ville, dans le tunnel sous la montagne, l'Université de Montréal, puis après, il y a des embranchements, mais un qui va vers l'aéroport. Un projet majeur et structurant pour le transport collectif à Montréal, financé, puis là, sont dans les plans de construction. Là, donc, la mise en service est prévue en 2021. Un autre projet, puis là, les gens de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et les gens de l'Est en général sont contents, c'est le prolongement de la ligne bleue, et là, jusqu'à Anjou, donc l'ajout de 5
station de métro, donc dans l'axe de la ligne bleue actuelle, là, une station importante au coin P9, Jean Talon. Importante parce qu'elle sera multimodale. Un autre investissement, le système d'autobus rapide sur P9 en site propre. La construction est commencée. Vous en vivez un peu les écueils là, avec les fermetures de rue sur Beaubien. Si je reviens plus près de nous, dans Rosemont, des projets importants pour moi, j'ai discuté avec la STM et soit la 47, soit la 27 vont avoir comme terminus S le métro P9. Donc, beaucoup plus facile de relier différents points de l'arrondissement. Un autre dossier qui est important pour moi aussi, c'est l'autobus rapide, donc un autobus express sur le boulevard Rosemont qui aurait potentiellement le terme 497. Maintenant, deux choses importantes pour moi en termes de transport actif pour les Rosemontois. On a proposé des vélos cargo en libre service. Donc, quand on va faire nos courses, on peut emprunter un vélo cargo, aller porter la marchandise à la maison si on a des objets lourds à acheter, puis ramener le vélo cargo là, au pôle de mobilité près des zones commerciales. Et une dernière chose pour les déplacements à pied, on va mettre en place la brigade trottoir à l'arrondissement, brigade qui va être là 12 mois par année. L'hiver, qui va s'assurer que les trottoirs sont bien déneigés. En ce moment, là, c'est plus les feuilles, les trous d'eau. On s'entend, on est dans l'entretien. L'été, c'est vraiment de la réfection. Et puis, avec cette brigade-là, on va réussir à avoir de meilleures infrastructures piétonnes aussi. Merci. Donc, on poursuit sur maintenant la thématique de la participation citoyenne et de la démocratie locale. Excellent. Donc, j'ai la chance de poursuivre. Des gestes de participation citoyenne, pour moi, il y en a beaucoup. Quand les gens nous appellent, quand les gens aujourd'hui nous interpellent sur Facebook ou sur Twitter, ça fait partie de la participation citoyenne. De vous voir ici ce soir aussi, c'est de la participation citoyenne. Ce qu'on doit faire, nous, comme élus, pour cette démocratie participative, il y a quelques engagements qu'on a déjà pris. Moi, j'avais réussi à faire adopter une motion au conseil d'arrondissement là, pour avoir le jeune conseil de Rosemont. Malheureusement, il n'a pas été mis sur pied encore, mais je vous garantis, c'était ma motion, quand je vais être maire de l'arrondissement, il y aura un jeune conseil de Rosemont pour laisser la place, pour faciliter l'espace de discussion entre, bien sûr, les politiques, mais aussi tout l'appareil administratif et puis les gens qui utilisent finalement nos infrastructures, les jeunes, les gens qui et qui puissent s'impliquer pour nous parler mieux de leurs besoins, pour que ce soit plus facile finalement pour nous de répondre à leurs besoins. Une autre chose qui est importante aussi, et là je suis fier de le dire, ça fait 2 ans que tous les premiers samedis du mois, et ma conjointe est dans la salle, elle le sait, tous les premiers samedis du mois, mais mon fils vient souvent, à 11 heures, on accueille les citoyens au bureau d'arrondissement sans rendez-vous. C'est 2 conseillers qui ont fait ça, ma collègue Mme Duchesne et moi. Et puis, je vous l'annonce, comme maire d'arrondissement, je vais poursuivre cette démarche de bureau ouvert où les citoyens se présentent sans rendez-vous et où on peut discuter des dossiers qui leur sont chers. Un engagement important aussi pour moi, c'est le budget participatif. Déjà, autour du parc Idola-Saint-Jean, j'ai réussi à mettre une somme en réserve pour le budget participatif pour que les citoyens qui habitent à côté, le parc Idola-Saint-Jean est tout près d'ici, en fait, juste au sud de Bellechasse, tout près de la 18e avenue, et que les gens qui habitent autour du parc, les gens qui l'utilisent, on va impliquer le collège Jean-Eudes parce que les jeunes vont y manger. Peut-être qu'on pourrait impliquer les gens du cégep. Il y a probablement avec les jeunes, avec les étudiants en aménagement, probablement là un besoin. Mais donc là, on va mettre en place ce processus de budget participatif, notamment pour le parc Idola Saint-Jean, pour que les utilisateurs soient ceux qui décident
quels sont les aménagements qui vont voir le jour. Merci. Donc, M. Coteau, sur la même thématique. Oui, merci beaucoup, M. Baudet. Alors, la démocratie participative, ça va au-delà des institutions traditionnelles. Il faut penser en termes d'appropriation citoyenne. Il faut sortir les lieux de décision de nos institutions traditionnelles. On a entamé, il y a déjà près de 7 ans, une démarche de démocratie participative qui a fait école, c'est-à-dire le programme de ruelles vertes. L'objectif était de permettre au départ qu'il y ait plus de ruelles vertes. Il n'y a jamais de projet qui a plus de succès que lorsque ce sont les citoyens eux-mêmes qui mettent l'épaule à la roue. On n'est jamais aussi fiers que quand nous avons accompli quelque chose nous-mêmes. Et à partant de ce constat, nous avons décidé de transférer tout le processus, c'est-à-dire de concertation, de mobilisation, de planification et d'exécution des travaux aux citoyens. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait seulement 4 ruelles vertes dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Il y en a maintenant 108. Le succès n'est pas uniquement dû au verdissement. Il est dû au fait que nous avons permis aux citoyens de prendre en charge eux-mêmes l'espace public et de le transformer selon leur volonté, leurs besoins, et que des comités de citoyens puissent créer de nouvelles communautés solidaires, des gens qui pouvaient se côtoyer. Alors, il faut aller plus loin encore. Il faut permettre à la démocratie participative d'exister partout, dans tous les milieux de vie. Et c'est ce que nous voulons faire au cours des prochaines années, c'est-à-dire de permettre aux citoyens de participer à chacune des décisions d'investissement de l'arrondissement, permettre aux citoyens, aux usagers et aux partenaires du milieu de pouvoir participer dès le départ, dès les premiers balbutiements d'un travail à accomplir en infrastructure, que ce soit un parc, une rue, des mesures d'apaisement de circulation, des jeux d'eau, des piscines, etc., que les gens puissent participer dans une mesure de co-design, qu'ils aient un mot à dire, qu'ils travaillent. Également, qu'ils puissent transformer leur milieu de vie en se concertant eux-mêmes, et on va mettre à la disposition des comités de milieu de vie 10 000 $ par année en budget participatif pour que les citoyens choisissent quelles sont les priorités pour eux et de quelle manière ils veulent les mettre en place. On va également créer des commissions permanentes pour que tous les citoyens participent à l'ensemble des travaux. Et dans ces commissions, il y aura naturellement d'inclus les partenaires, les fonctionnaires et les citoyens représentant toute la mixité qu'il peut y avoir, incluant les jeunes, les aînés et la diversité culturelle, pour que tous et toutes participent pleinement à l'avenir de l'arrondissement. Merci. On va maintenant passer au dossier des familles et des enfants. Je me permettrai de dire que c'est peut-être un des dossiers où on a eu le moins de succès au cours des 20-25 dernières années à Montréal, dans le rapport de Montréal aux banlieues. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre sur ce sujet-là. Alors, on parle des familles, des enfants. Comment faire en sorte que nous ayons envie d'élever une famille, un enfant en ville. Moi, je viens de la banlieue, je viens de Terrebonne, on a tous des défauts. J'ai décidé de venir vivre à Montréal par choix, parce que j'aime cette ville, j'aime son dynamisme, j'aime les vibrations de cette ville. Et au cours des dernières années, au cours des 8 dernières années, ce qui a été la motivation principale de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, ça a été de pouvoir dire un jour, par rapport à ce que j'entendais toujours en banlieue, on ne peut pas élever un enfant en ville, c'est pas sécuritaire, il n'y a pas assez de verdure, il y a trop de pollution. Comment transformer ce préjugé et faire en sorte qu'on ait envie de vivre davantage et d'élever nos familles? Alors, je suis très fier parce que Rosemont-la-Petite-Patrie est devenu l'arrondissement famille de Montréal. On a vu les dernières statistiques qui ont démontré le succès et la croissance de la population. Nous sommes passés de 134 000 habitants à 142 000 habitants et nos écoles, malheureusement, on est victime de nos succès, débordent. Qu'est-ce que nous avons fait pour y arriver? Nous avons fait en sorte de mettre en place un cadre bâti de l'habitation qui pouvait permettre aux familles d'élever leurs enfants. On a obligé le verdissement dans les cours et l'ensemble des nouveaux projets pour donner des milieux de qualité où les enfants pouvaient aller jouer. Nous avons systématiquement refait nos jeux pour enfants, investi dans nos parcs, dans nos infrastructures de sport et de loisirs
pour avoir des endroits de qualité là où les gens pouvaient aller jouer, les enfants pouvaient aller jouer. Mais aussi, on a misé également sur la mixité sociale, en incluant les aînés, les personnes de la diversité, à participer à cette transformation du quartier et faire que nos milieux de vie soient des milieux conviviaux et heureux à vivre. Au cours des prochaines années, nous voulons aller encore plus loin. Il faut être capable de faire en sorte que tous les logements puissent avoir plus de chambres. On est heureux, avec la nouvelle loi sur la métropole, qu'il y ait enfin un pouvoir aux arrondissements de décider le nombre de pièces qu'il y aura dans les maisons. On veut aller encore plus loin dans le logement social et s'assurer qu'il y aura 12 000 logements sociaux au cours des 4 prochaines années, miser encore plus sur le respect de la qualité des logements pour faire en sorte que toute personne qui désire rester en ville, toute personne qui décide de vouloir demeurer à Rosemont-la-Petite-Patrie ait tous les moyens de le faire, qu'il soit économique, mais aussi social, et qu'il y ait toutes les installations de qualité pour le permettre. Merci. M. Gadouri, sur le même thème. Oui, si je peux vous rassurer dans un premier temps, l'exode des familles. En fait, il y avait un déplacement des populations, là, donc une migration vers les banlieues. Mais l'an dernier, le flot migratoire s'est inversé, 3 %, mais si c'était le début d'une tendance, ce serait une bonne nouvelle, je voulais le dire dans un premier temps. Je veux vous parler premièrement des réalisations de l'équipe Coder en termes de conciliation famille-travail. Moi, j'ai la chance, quand je vais au conseil de ville maintenant, je peux y aller avec mon petit, on arrive, il va à la halte garderie. Sur l'heure du souper, on sort ensemble, on va souper, on va jouer un peu, puis après, il retourne à la halte garderie. Ça, c'est une chance incroyable que j'ai, là, et puis c'est nouveau, mis en place par un ancien du collège, M. Franz Benjamin, qui est le président de notre conseil. Je l'ai remercié personnellement. Et puis ça permet à des jeunes... je suis pas OK. À de pères de famille, je me considère plus jeune, mais il y a dans notre équipe une vingtaine de candidats de moins de 35 ans. Je pense à Mme Parent qui est enceinte présentement, de voir ces initiatives de conciliation. Ça l'amène plus facilement à se présenter dans l'équipe. Et c'est cet engagement-là, je le prends maintenant pour le conseil d'arrondissement. Donc, qu'il y ait aussi au conseil d'arrondissement pour que les citoyens avec donc les familles puissent plus facilement s'impliquer, cette halte garderie. On a vu l'Office de consultation publique, quand il a tenu des consultations à Rosemont, il est venu aussi avec le service de halte de garderie. Donc, c'est quelque chose qui, à la Ville-Centre, se généralise. Maintenant, c'est le temps de l'adopter en arrondissement. Quelque chose peut-être plus près de nous, je vais vous parler des parcs et des terrains de jeu. Présentement, pour les aînés, il n'y a rien. Ils ont un banc, ils peuvent s'asseoir une fois de temps en temps. Il n'y a pas d'appareil d'exercice pour les aînés. Il n'y a pas de balançoire pour les personnes à mobilité réduite. À Rosemont-la-Petite-Patrie, il n'y a pas de parc pour les poupons, là, 0 à 2 ans. Nous, ce qu'on veut faire, là, c'est parler à tous les groupes dans Rosemont-la-Petite-Patrie puis leur offrir quelque chose. Pour les aînés, pour les adolescentes, pour les adolescents, dans les parcs, plutôt qu'à part du sport organisé, il n'y a pas beaucoup de choses qui vous interpellent. J'ai mentionné les poupons. Donc, vraiment, d'avoir une offre qui s'adresse à toutes les tranches, d'âge. Et je veux rappeler en terminant, là, je m'adresse à vous, étudiants dans la salle, le maire Coder a réservé des sièges au conseil d'administration des différentes organisations pour les jeunes. C'est pour vous. Profitez-en, soyez à l'affût. Vous allez faire bénéficier notre société en y participant. Merci. Donc, vous poursuivez sur mixité sociale et fonctionnelle. Merci. Premièrement, je vais commencer par saluer une initiative du Cégep, la coopérative de santé là, que j'ai eu la chance de visiter lors de son ouverture. Pour moi, c'est un exemple d'une mixité fonctionnelle où donc des gens qui apprennent leur métier peuvent faire profiter de leur cursus d'enseignement aux membres de la communauté. Donc, merci pour cette initiative.
Maintenant, on a fait un engagement important dans cette campagne, l'équipe Coder. On a proposé pour le secteur Bellechasse le premier quartier à Montréal qui sera sans voiture. Donc, le secteur Bellechasse, on est autour du métro Rosemont, pour les gens qui connaissent un peu moins le secteur. C'est un grand secteur de ville à redéployer qui avait des fonctions présentement plutôt industrielles et qui va se voir transformé en un quartier où on a des fonctions résidentielles, commerciales et institutionnelles, donc des écoles et un centre de loisirs. Il y a une bibliothèque tout près. Et c'est une première pour Montréal. Inquiétez-vous pas, je suis allé me valider avec M. Coder. Il embarque dans le projet et c'est significatif, là. On est près d'un métro, on est près d'une des pistes cyclables les plus importantes. On est à côté d'un garage important pour la STM. Vous voyez donc un lieu où on va pouvoir se déplacer facilement. Peut-être que des étudiants du cégep, dans quelques années, vont pouvoir y résider là, dans une des résidences qu'on développe pour les étudiants avec l'utile. Donc, plusieurs projets qui tournent autour de ce quartier-là que l'on veut mixte. Mais la vraie mixité, là, celle qui avait été développée par André Lavallée avant, il y a 8 ans, là, une vraie mixité où on a de la misère dans un quartier à discerner la coopérative d'habitation de la tour d'office municipal, de la tour de condo, où il n'y a pas de jugement là, chez les jeunes. Ce vrai quartier mixte-là, c'est ce qu'on veut voir naître pour ce super quartier sans voiture. Et j'ai été content d'entendre le maire d'arrondissement là, souligner un des bons coups de M. Coder. Il a été capable d'aller à Québec négocier pour qu'on ait le statut de métropole. Ce sont de nouveaux pouvoirs, bien sûr, ça venait avec de l'argent neuf, de nouveaux pouvoirs que la Ville de Montréal peut utiliser pour notamment forcer les développeurs, plutôt que faire tout plein de petits condos, de faire des condos avec 3 chambres, 4 chambres pour les grandes familles. Et ce statut de métropole, les nouveaux pouvoirs que M. Coder est allé chercher, va nous aider à réaliser notre engagement du quartier mixte sans voiture. Merci. M. Coteau, sur la même thématique. Merci. Alors, parler de mixité sociale et mixité fonctionnelle, c'est aborder la question, d'une part, du potentiel d'exclusion d'une partie de la population ou de plusieurs personnes. Au cours des dernières années, nous, on est vraiment très fiers d'avoir réalisé énormément de choses, tout d'abord en matière d'habitation. Nous sommes l'arrondissement qui a la politique, la stratégie d'inclusion de logement social et abordable la plus audacieuse à Montréal. D'ailleurs, récemment, nous avons été récompensés pour cette politique qui a souligné tous les efforts que nous avons faits pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de mixité dans les constructions. Il faut rappeler qu'au cours des 8 dernières années, nous avons mis en chantier près de 400 nouveaux logements sociaux et il y a actuellement plus de 200 nouveaux logements sociaux qui seront construits au cours des prochains mois. C'est vraiment fondamental de poursuivre dans cette ligne. On inclut donc 20 de logements sociaux et 20 de logements abordables dans tous les nouveaux projets de 50 unités et plus. Et ce qui nous a permis donc de réaliser énormément de choses. L'autre élément sur lequel il faut travailler, c'est l'intégration des nouveaux arrivants. Il faut en faire plus, il faut en faire davantage. Il faut que les gens qui arrivent dans Rosemont-la-Petite-Patrie aient accès à l'ensemble des ressources. Lorsqu'on parle de mixité sociale, il faut lutter donc contre cette exclusion qui fait en sorte que des gens ne se sentent pas inclus dans l'ensemble des activités de l'arrondissement. Nous, on veut mettre en place une ressource qui serait un agent de milieu qui permettrait à ces nouveaux arrivants de pouvoir intégrer adéquatement l'arrondissement. Également, en matière d'accessibilité universelle, c'est fondamental. Si on veut que les personnes sortent de la maison, ceux qui ont une mobilité réduite, qu'ils puissent le faire partout sans obstacle. Et nous, on va adopter une politique systématique lors de tous nos travaux, lors de tous les aménagements et se donner une vraie politique d'accessibilité universelle. Parler d'usage ou encore de mixité fonctionnelle, c'est penser comment l'avenir sera à Montréal. De plus en plus, les gens veulent vivre, travailler, se déplacer, aller se divertir à proximité de leur résidence. Il faut être capable donc de développer des quartiers où on peut travailler, se divertir et se déplacer dans une distance de 250, de 500 mètres. On a mis en place une démarche consultative auprès de la population au cours des prochaines années. Le défi qu'on veut réaliser, c'est être audacieux, encore une fois,
et faire que les citoyens, les citoyennes, partout où qu'ils soient dans Rosemont-la-Petite-Patrie, puissent avoir accès à un commerce de proximité à moins de 250 mètres, puissent avoir accès à de la mobilité à moins de 250 mètres, qui puissent idéalement même aller travailler près de la résidence pour améliorer notre qualité de vie, mais surtout pour faire en sorte que les gens qui viennent vivre dans Rosemont-la-Petite-Patrie aient cette mixité fonctionnelle, que ce soit les écoles, que ce soit les parcs ou encore les infrastructures de loisirs, mais surtout l'ensemble des activités présentes à proximité des résidences, ce qui va vraiment nous mener à une vraie mixité. Merci. On amorce maintenant une nouvelle alternance, donc sur la thématique environnement et matières résiduelles, M. Gadouri. Oui, bien là, je vous ai parlé en introduction d'un membre de mon équipe, là, Scott McKay, que j'ai rencontré quand il était chef du Parti vert du Québec. Il a été déjà conseiller de ville, là, était sous Jean Doré, et puis député aussi à l'Assemblée nationale. Et j'avais la chance de faire une annonce aujourd'hui avec lui sur, en fait, la rétention des eaux de pluie aussi. Et là, c'est assez intéressant. Puis une première pour la Ville de Montréal. Je vous explique. Les incitatifs pour les gens qui réduisent leur consommation d'eau potable, présentement, ils sont personnels. Hein, quand la décision personnelle de fermer le robinet quand on se brosse les dents, exemple. Présentement, on n'a pas de compteur d'eau à nos résidences, là, donc l'incitatif, il est vraiment là, donc une décision personnelle. La proposition de Scott, elle est intéressante et donc on va développer une application, et là on rejoint l'idée de Montréal, la ville intelligente, où les citoyens qui font des bons choix en matière de réduction, là, on parle d'utilisation d'eau potable dans ce cas-ci principalement, et ils vont recevoir des points et qui vont être échangeables. Bon, on n'est pas dans une monnaie locale avec ces points-là, mais on va pouvoir l'échanger contre des services d'arrondissement, déjà des commerçants qui nous ont dit aussi vouloir participer. Donc, c'est vraiment, là, on voit, on implique plus qu'un individu dans la prise de décision. Ici, on est dans la réduction de la consommation d'eau. C'est sûr que si on produit moins d'eau, on économise la production d'eau, mais aussi à l'assainissement, là, à la fin aussi. Et un autre des engagements importants, c'est celui d'arriver à 10 % d'espace naturel sur l'île de Montréal. Bon, cette semaine, c'est la semaine zéro déchet. Donc, on a quand même ici comme un enjeu important à l'arrondissement autour du compost. Hein. Il reste le compost à implanter dans nos zones commerciales, chez les édifices de grands logements. Il va falloir implanter idéalement aussi le compost où il y a beaucoup de gens qui vont pique-niquer, donc où il y a beaucoup de matières compostables. Et je vous annonce aussi, quand je vais devenir maire de l'arrondissement, il va y avoir un bac à compost dans le bureau du maire d'arrondissement, ce qui n'est pas le cas présentement. Merci. Monsieur Croteau, même thématique. Merci beaucoup. Alors, au cours des dernières années, s'il y a un sujet sur lequel Rosemont, la Petite-Patrie, s'est démarqué, c'est bien l'environnement et toute la question de la gestion des matières résiduelles. Je rappellerai rapidement notre plan de lutte aux îlots de chaleur qui nous a permis, à ce jour, d'ajouter 3000 toitures blanches sur l'ensemble du territoire et en nouveau verdissement, lors des nouveaux projets immobiliers, de créer l'équivalent de 8 terrains football sur l'ensemble du territoire. C'est majeur. Également, nous avons été le premier arrondissement à étendre à 100% la collecte des matières compostables. Bien entendu, on a aussi mis de l'avant plusieurs mesures d'agriculture urbaine qui nous ont permis de faire en sorte que les citoyens s'approprient l'espace public et créer des potagers. Et du même coup, déminéraliser les sols de façon très dynamique en faisant donc en sorte que la rétention des eaux de pluie rentre davantage dans les sols, mais aussi d'embellir l'espace public et rendre la nourriture de qualité accessible à tous les citoyens. Au cours des prochaines années, nous voulons aller encore plus loin. Tout d'abord, bien entendu, nous sommes un arrondissement exemplaire en matière de recyclage et de compost, mais pour être capable de faire mieux, il faut réduire à la source.
Nous avons donc décidé de nous engager dans une démarche zéro déchet. Qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, l'arrondissement aura l'obligation de respecter la certification la plus élevée de Recyquébec, qui veut dire de réduire de 90 les déchets lors des opérations, mais également, nous voulons accompagner une centaine de familles volontaires chaque année qui voudront tendre vers le zéro déchet en leur offrant de la formation, de l'accompagnement, pour qu'éventuellement nous réduisions de façon dramatique les déchets à la source, parce que le prochain défi que nous avons comme collectivité, c'est de réduire de façon substantielle les déchets à la source. Autre élément important que nous avons mis en place, c'est la récupération du bois de frêne, en créant naturellement une deuxième vie. Il faut être capable de créer de la ressource à l'intérieur même de nos espaces urbains. Et il faut donc tendre également sur une ville nourricière. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire en sorte qu'éventuellement, nous devenions autosuffisants alimentairement parlant pour qu'il y ait plus de projets d'agriculture urbaine industrielle sur le territoire, mais aussi résidentielle, communautaire, collectif. Nous voulons donc étendre à l'ensemble de tous nos parcs la possibilité pour les citoyens de créer des jardins collectifs partout et développer plus de projets à cet égard. Et naturellement, miser davantage sur l'ensemble des commerces, de tout ce qui est donc commerce, institutions, pour qu'eux aussi réduisent de façon considérable la réduction des déchets donc à la source, mais aussi qu'ils débutent le compostage qui n'est pas encore fait actuellement à Montréal. Merci. On va maintenant passer au dernier thème, culture et loisirs. Monsieur Croteau. Merci beaucoup. Au cours des dernières années, nous avons vu l'apparition d'un bijou culturel dans Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est la bibliothèque Marc Favreau. C'est un exemple de design, mais un exemple d'usage. Les bibliothèques ne sont plus vues comme uniquement des endroits où il y a des rayons de livres, mais des endroits multidisciplinaires où la connaissance et la culture se côtoient de façon automatique et où les gens s'y rendent, pas simplement pour lire un livre, mais pour apprendre au-delà du livre. Nous voulons être capables de doter l'Est d'infrastructures de même qualité, soit plus de bibliothèques, mais aussi de maisons de la culture, parce que l'arrondissement n'a pas un véritable lieu pour permettre aux créateurs locaux de se dépasser. Bien entendu, au-delà des institutions traditionnelles ou au-delà des infrastructures, ce que nous avons débuté à mettre en place au cours des dernières années, c'est une appropriation de l'espace public. On l'a vu avec les ruelles vertes, les gens ont créé des murales. On a mis également en place un fonds d'art public qui crée de la beauté partout. Ce qu'il faut créer, c'est un réflexe culture. Il faut, chaque fois que nous créons de nouvelles infrastructures, d'inclure automatiquement un aspect culturel, pas seulement du 1 %, véritablement un alignement culturel, même lorsqu'on fait une rue. Il faut que nos rues deviennent des lieux où on peut vivre la culture. Il faut démocratiser la culture et l'art pour que les gens qui n'ont pas accès aux musées, aux galeries d'art, puissent y avoir accès devant chez eux. Il faut que nos parcs, nos lieux publics deviennent également des lieux d'appropriation pour les jeunes et les moins jeunes en termes de loisirs. Il faut repenser notre espace public. Il faut sortir la programmation de la Maison de la culture hors les murs. Il faut repenser nos loisirs et faire une programmation 4 saisons partout dans les espaces publics. Il faut faire davantage et grâce également à tous nos investissements que nous voulons faire au cours des prochaines années, que ce soit en matière d'art public, en matière d'initiatives culturelles, faire que les gens du milieu puissent se concerter et travailler ensemble pour créer des milieux encore plus créatifs. J'en ai parlé plus tôt, la question des rues commerciales est fondamentale. On ne peut plus penser le commerce uniquement en termes d'achat, que ce soit café ou de vêtements. Il faut que ces lieux soient également des lieux d'échange culturel, qui soient dynamiques. On peut donner l'exemple de la promenade Masson ou encore de la Plaza Saint-Hubert qui ont créé des événements au-delà uniquement de la vente de trottoir où maintenant, véritablement, la culture fait partie intégrante. C'est de cette manière qu'on envisage le quartier, c'est de cette manière qu'on envisage la ville, des endroits de beauté, des endroits où on permet à tous les citoyens d'avoir accès à la culture et à l'art, mais aussi permettre à tous et à toutes de pouvoir pratiquer des loisirs, d'imaginer l'espace public différemment et rendre nos milieux de vie plus conviviaux. Merci. Votre tour, M. Gadouri. Merci pour la parole. Les artistes du quartier, quand on les rencontre, notamment au regroupement Art et Culture,
ils nous disent qu'ils ont besoin d'endroits de création. Et nous, on s'engage à leur trouver des endroits de création. Pour les endroits de diffusion, je pense qu'il faut travailler en partenariat. On a longtemps utilisé beaucoup la salle du collège Jean-Eudes qui est juste à côté. On l'utilise un peu moins. Je pense qu'il faut renouveler ce partenariat-là. Ici, c'est un bel exemple d'une salle quand même très utilisée, là, on va se le dire, mais il y a peut-être lieu ici de faire naître des partenariats. Là, on n'est pas très loin, mais il y a une autre salle de 200 personnes au Rosemont High School, juste l'autre côté de la rue. Donc, les lieux de diffusion, certes, mais les artistes nous ont demandé des lieux de création et nous allons les aider. On peut le faire par différents outils, mais notamment par le zonage dans les zones industrielles. On peut permettre aux artistes en fait, d'occuper les lieux pour de la création. Mais je veux surtout vous parler de loisirs. Pour moi, j'inclus dans loisirs le sport. Moi, quand j'ai reçu des téléphones puis des courriels au début de la saison de soccer de parents qui me disaient « Mon jeune ne pourra pas jouer au soccer cet été », là, j'étais bouleversé. Quand j'ai reçu des appels puis des courriels de parents qui me disaient « Mon jeune ne pourra pas aller à ses cours de natation », il n'y a pas de place dans les cours de natation à l'arrondissement. Là, on a une crise majeure à régler à court terme. On a une crise d'espace. Tout de suite, j'ai regardé avec des partenariats, notamment, là, il y a District 5 qui fait du futsal, là, du soccer 5 contre 5, juste à côté d'ici. On pourrait y envoyer nos jeunes. Pour les piscines, on pourrait mieux utiliser nos piscines extérieures l'été. Je vous annonce qu'on mettrait un club des maîtres nageurs le matin et des cours de natation pour les jeunes et moins jeunes de l'arrondissement qui veulent y participer. Je terminerai avec un de nos engagements majeurs au coin P9-Masson. On va avoir, nous, Rosemontois, une nouvelle entrée pour le jardin botanique et ça vient avec une réfection du parc là, Léon Provencher qui a été un petit peu oublié, là, la pataugeoire refermée, le chalet de parc n'est pas souvent ouvert. Et puis en conclusion, je veux vous dire que nous allons utiliser les chalets de parc. Juste à côté d'ici, là, dans le parc Étienne-des-Marteaux, il y a un beau chalet de parc, neuf, ça fait 9 ans, et pas utilisé. Il y a des vestiaires, il y a même des vestiaires pour arbitres dans ce chalet de parc-là, pas utilisé. Nous, on va utiliser les chalets de parc pour de l'offre en loisirs, pour de l'offre culturelle. On veut que les citoyens puissent en bénéficier près de chez eux. Les chalets de parc sont un bon exemple. Merci. D'abord, je vous remercie de votre rigueur. On a très bien tenu le temps. J'aurais eu un nombre impressionnant de questions à vous poser à l'un et à l'autre sur l'ensemble des dossiers. Je me permettrai juste peut-être, dans le contexte de la conclusion que vous avez nous prononcée, j'aimerais vous entendre sur le dossier de la relation entre la Ville-Centre et les arrondissements. Parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas nécessairement des positions totalement convergentes. Donc, j'aimerais que vous puissiez, à l'intérieur de votre conclusion, glisser un mot là-dessus. Donc, on va commencer avec M. Coteau. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci pour ce bel échange. Il y a encore des questions qui viendront. On a un autre 30 minutes de discussion à avoir avec vous. Merci encore une fois à M. Adam, M. Godbout et M. Baudet pour cette soirée. C'est une chance que nous avons. En fait, c'est un honneur que nous avons, nous, que ce soit M. Godbout ou moi ou tous les autres, de pouvoir se présenter devant vous et vouloir avoir une charge publique. C'est un rôle important et c'est un rôle qu'on doit jouer avec dignité. Au cours des 8 dernières années, j'ai pris mon rôle de maire d'arrondissement très au sérieux et j'ai donné le meilleur de moi-même, le meilleur de mes connaissances et de mes capacités. J'espère, au cours des 4 prochaines années, avoir cette chance de nouveau, avec toujours la même envie de transformer, coin de rue par coin de rue, espace par espace, notre arrondissement extraordinaire. Et M. Baudet soulignait un élément important, ce à quoi je m'attarde depuis des années, c'est de miser sur la proximité. Lorsque nous vivons dans un quartier, ce qui nous touche le plus, c'est ce qui est proche de nous. Il n'y a aucune administration ou organisation qui est mieux à même
de desservir ou encore de répondre aux besoins de proximité lorsque nous travaillons à proximité. En éloignant les lieux de décision, les lieux de pouvoir, nous répondons moins bien aux besoins de chacun et chacune d'entre vous. Nous croyons, nous, à Projet Montréal, à la valeur des arrondissements, à la valeur des quartiers. Chaque arrondissement a ses couleurs. Chaque arrondissement a sa distinction. Il faut en tenir compte dans la réalité. Lorsque vous faites le choix de vivre dans un milieu de vie, vous le faites justement en conséquence, parce que vous avez fait un choix de vivre à un endroit ou à un autre pour ce qu'il a à vous offrir. Et pour nous, c'est important de miser là-dessus. De miser aussi sur votre apport à cette transformation de la proximité et de quels moyens vous pouvez y participer. Donc, maintenir les lieux de décision démocratiques et transparents, maintenir en force les référendums citoyens pour que vous ayez encore le choix de refuser des projets qui ne conviennent pas à vos aspirations comme citoyens. Pour nous, c'est un enjeu majeur, maintenir la démocratie en ville et faire en sorte que l'ensemble de la population travaille, que ce soit pour enfin réaliser la ligne bleue, mettre en place l'ambitieux projet de la ligne rose, réaliser le réseau express vélo, mettre en place un réel plan d'habitation pour les familles, pour les moins jeunes, pour les aînés, et aussi faire en sorte que les gens qui décident de devenir propriétaires à Montréal puissent avoir un remboursement de la taxe de bienvenue. Une meilleure coordination des travaux sur l'ensemble de la ville, ça veut dire faire en sorte de prendre en compte votre réalité au quotidien, pas uniquement dans un grand plan où on établit des critères uniformes d'un arrondissement à l'autre, pensant qu'on répond à vos besoins. Lorsque vous vous promenez sur l'ensemble du territoire, il faut être capable de prendre conscience que votre milieu de vie, votre quotidien se joue à 250 ou à 500 mètres de chez vous, et ça, c'est votre réalité, ce à quoi nous croyons fondamentalement. Au cours des prochaines années, nous voulons aller encore plus loin comme arrondissement. Et j'ai à cœur la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. Mais avant tout, ce que vous devez faire comme geste citoyen, comme participant à la transformation urbaine, c'est d'aller voter. Il y a encore trop de gens qui ne participent pas à la démocratie. La dernière fois, il y a 55% des citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie qui ont été votés. Nous aimerions, nous souhaiterions tous et toutes qu'il y ait encore plus de gens qui aient voté. C'est important parce qu'aujourd'hui, demain matin, nous décidons de l'avenir des plus jeunes. Quel genre de ville nous voulons laisser aux gens qui vont nous suivre? Mais surtout vous, les jeunes qui êtes dans la salle, les décisions que les politiciens prendront au cours des 4 prochaines années auront un impact sur vous, sur votre qualité de vie, sur votre avenir. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Prenez place dans la démocratie, jouez un rôle majeur, et ça veut dire vous donner un parti politique qui croit à la valeur démocratique, qui croit aux jeunes et qui croit à la participation citoyenne, qui ne croit pas uniquement que tout se doit se décider dans un seul bureau, mais au contraire, rendre l'espace de décision démocratique, ouvert à toutes et à tous, et pour que, comme communauté, nous nous donnions une vraie ville à échelle humaine. Merci. M. Gadouri, en conclusion. Oui. Je vais commencer par répondre à votre question, M. Baudet. En fait, on a vu trop souvent des citoyens se présenter au conseil d'arrondissement puis de recevoir comme réponse « c'est pas nous, c'est la Ville-Centre qui est responsable ». La différence avec l'administration Gadouri, il n'y aura pas de faux fuyants. On va être imputable. S'il y a un dossier qui nécessite la collaboration de la Ville-Centre, on va faire le travail, on va accompagner l'organisme, l'institution, le citoyen, la citoyenne qui veut porter un projet, qui a des demandes à faire, des récriminations. On va être là pour assurer justement que le partage de pouvoir, il ne se fait pas au détriment des citoyens parce qu'il y a des chicanes, là. Nous, on va s'assurer de travailler en collaboration. Je peux peut-être donner un exemple, par contre, hein, parce que souvent, on accuse M. Coderre peut-être d'être centralisateur. Je voudrais parler d'harmonie. Souvenez-vous, il y a 4 ans, là, ceux qui utilisent la voie réservée sur Saint-Michel là, vont comprendre, au lendemain d'une tempête de neige, il y a un arrondissement qui déneigeait à droite, un arrondissement qui déneigeait à gauche, l'autre arrondissement qui commençait le déneigement le lendemain.
Là, aujourd'hui, c'est harmonisé. Là. Quand on décide de déneiger, on le fait ensemble. Les arrondissements se sont parlé, ils vont déneiger le même côté de rue. Ça, c'est de l'harmonisation pour de meilleurs services aux citoyens. Puis, à l'arrondissement, on a économisé 1,5 million de dollars parce que l'achat des camions est centralisé maintenant. Ce qu'ils faisaient avant, là, autant les camions, le poubelle, puis le remorquage, les entreprises, ils s'appelaient, ils se partageaient le territoire. À l'échelle de l'arrondissement, on ne savait pas que l'autre entreprise avait, je ne sais pas, Pierrefonds, puis l'autre la Chine, puis celui qui gagnait Rosemont, c'était 1,5 million trop cher. Aujourd'hui, en gérant cet appel d'offres central-là, on économise de l'argent pour les citoyens. Ça s'appelle de l'efficacité. Dans le rendu des services, après, ça prend des élus imputables qui sont capables de travailler avec les autres paliers de gouvernement. Puis ça, M. Coderre l'a montré. Maintenant, ce qui va aussi faire la différence entre l'administration sortante et puis la nouvelle administration, c'est cette volonté de partenariat, de travail en équipe. Je parlais avec des étudiants là, avant le débat. Vous m'avez vu aux événements ici. Je suis venu au Parking Day. Je suis venu quand on a inauguré le jardin collectif. Je suis présent sur le terrain. Je suis disponible. Je vous parlais des bureaux ouverts. Je suis accessible. On a une forte volonté de travailler en équipe. Je vous ai mentionné des partenaires importants pour nous que sont la STM. Le Collège de Rosemont est une institution très importante pour l'arrondissement et ça, on veut que ça se répercute là, dans notre administration. En terminant, je voudrais vous dire quelque chose d'important pour les gens qui n'ont jamais voté. Hein, on arrive au cégep, c'est notre 3e session, on n'a jamais voté. Ce vote-là est le plus important. Si vous allez voter la première fois que vous avez le droit de vote, vous allez continuer d'aller voter. Là, je sais que vous êtes dans la salle pour un débat, donc je pense bien que vous allez aller voter, mais invitez un ami, invitez quelqu'un qui vous a dit que lui n'irait pas voter, le convaincre d'aller voter. Faites ce travail-là de magnifier les forces. Aussi, si vous avez envie de vous impliquer un peu plus en politique municipale, il y a à l'équipe Coderre une aile jeunesse. Il y a une membre, là, Alexandra, qui est dans la salle. Il y a une membre de l'aile jeunesse. Il pousse des propositions je vais vous le dire, c'est une pépinière là, de bons candidats et candidates. Donc, si vous êtes intéressé par la chose politique, je vous ai dit, moi, j'ai commencé avec les Partis verts, Parti vert du Québec, Parti vert du Canada. Sachez qu'il y a une place pour vous chez Équipe de Coderre. Maintenant, il reste, j'imagine, un peu plus de temps, vu qu'on a bien respecté notre temps, pour entendre vos questions. Puis après la période, je vais rester dans la salle pour être disponible si vous avez des interrogations, des fois plus personnelles ou d'autres questions. Là, je serai disponible pour vous. Merci. Merci. Comme mentionné, on va maintenant se donner une période de questions. Je pense qu'on peut l'étirer un petit peu. Oui, on pourrait aller vers une 40aine de minutes plutôt qu'une 30aine de minutes. Je dois dire que j'ai bien apprécié votre injonction à aller voter. Ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que depuis 20 ans, les municipalités ont vu leur rôle se transformer considérablement. Dans la majorité des municipalités du Québec aujourd'hui, plus de la moitié du budget passe dans des programmes qui concernent directement les citoyens et non pas la pierre, non pas la brique, non pas le béton. Et donc, ça veut dire que les municipalités sont appelées à jouer un rôle bien au-delà de la mission qui était celle qu'on leur avait confiée au moment où on les a créées, c'est-à-dire s'occuper de voirie, s'occuper des services d'incendie, des services de police. Maintenant, les municipalités sont obligées, pour toutes sortes de raisons, d'accorder beaucoup d'attention aux attentes des citoyens, que ce soit les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les gens qui sont tentés par une expérience urbaine en provenance de la banlieue, les gens qui hésitent entre la ville et la banlieue. Il faut rejoindre ces gens-là. Et oui, effectivement, c'est important de voter. Oui, effectivement, c'est important d'appuyer les partis, les gens qui vous semblent les plus à même, justement,
de porter cette mission complètement renouvelée des municipalités et qui va continuer à se renouveler. Si vous avez vu, entre autres, c'est hier dans les journaux ce matin, on nous disait que les villes de la planète sont en train de se liguer pour atteindre les grands objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et plusieurs maires ne se gênent pas pour dire que si les gouvernements et les présidents signent beaucoup et ne font rien, les municipalités ne signent pas grand-chose, mais elles vont agir. Et je pense qu'il y a là un message qui est extrêmement important. Donc, sur ce petit propos éditorial, on va ouvrir la période de questions. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être bref, de ne pas trop commenter, donc d'essayer de titiller nos candidats à la mairie pour obtenir des réponses éclairantes par rapport à vos préoccupations. Il y a un micro, oui, dans la salle. Ben, c'est 2 à 3 minutes par réponse. Je pense que vous êtes suffisamment discipliné que je ne vais pas vous rappeler à l'ordre. Donc, s'il vous plaît, et il faudrait essayer d'avoir des questions pour les 2 candidats. Oui, bonjour, mon nom est Francis Lapierre. Je suis un militant actif pour le comité Logement Rosemont. Alors, j'aurais une question sur la répression policière et le droit au logement. Les politiciens nous disent tous que l'on prend le droit au logement au sérieux, mais quand on manifeste pour celui-ci, on est réprimé par la police. Par exemple, le maire Coderre a volontairement fait procéder par sa police à l'expulsion du camp du Frappru à 3 reprises en mai 2015 et j'ai été personnellement séquestré le 22 mai dernier durant 1 heure à l'intérieur de l'ancien CHSLD Jacques Vigée par la police avec une centaine de personnes, dont des enfants et des personnes handicapées. La police a même poivré certains manifestants. Même le maire Labaume, qui n'est pas reconnu pour être un tendre, nous a laissé en 2013 camper à Québec. Quand on dit au candidat à la mairie d'arrondissement, Marc-André Gadouri, que Coderre nous a fait expulser, il nie les faits. Alors ma question, le passé étant le garant de l'avenir, doit-on s'attendre, si le maire Coderre est réélu, avec ses nouveaux pouvoirs de métropole, à une répression soutenue des groupes communautaires travaillant dans le domaine du droit au logement? Et comme maire d'arrondissement, allez-vous vous opposer à l'usage de la répression? Merci. Ouais, ben là, je ne nie pas. J'ai été au courant des événements. Je peux vous parler, par contre, du statut de métropole, de la possibilité, dorénavant, pour la Ville de Montréal de participer à des montages financiers. Notamment, là, on a déjà fait des approches avec Bâtir son quartier. Tantôt, quand je vous parlais de l'utile, un groupe de résidence là, pour les étudiants qu'on veut voir naître aussi dans le secteur Bellechasse parce qu'on est près du nouveau campus Outremont. Ça, c'est des projets concrets, certains en cours de réalisation, d'autres qui sont en planification. Notre objectif réaliste, budgété, de 5 000 logements pendant le prochain mandat, il est ambitieux. Et pour revenir à votre question, je me verrais mal appeler le commandant du poste de quartier pour lui demander de faire ou de ne pas faire son travail dans un dossier comme celui-là. Je pense que je vais laisser les autorités policières là, mener les opérations. S'il y a des plaintes, ils agissent sur plainte habituellement, donc je vais les laisser gérer leurs opérations. Est-ce que je vous ai reçu? Ben, rapidement, vous savez à quel point Projet Montréal a pris des positions très claires. Dès le départ, nous sommes opposés à la modification du règlement P6 sur l'encadrement des manifestations à Montréal. Vous pouvez compter sur une administration qui va appuyer cette prise de position et permettre aux citoyens de manifester leurs droits publiquement. C'est un droit fondamental de pouvoir s'exprimer sur l'espace public et de pouvoir le faire en toute liberté, peu importe si nous ne partageons pas les mêmes opinions. Et de conserver aussi une séparation des pouvoirs entre le pouvoir policier et le pouvoir du maire. Et ça, c'est fondamental. On l'a vu au cours des dernières années en ce qui a trait à l'espionnage de journalistes ou encore tout autre type de dérapage. Je pense qu'il faut se mettre dans la position d'accepter
que les gens puissent s'exprimer librement sur l'espace public et compter sur Projet Montréal pour continuer à défendre ce droit et continuer à le faire. J'ai participé moi-même à certaines des manifestations. J'ai participé à plusieurs manifestations dans ma vie sur la gratuité scolaire ou sur le droit au logement. J'ai participé à la dernière manifestation pour le secteur Bellechasse. Je vais continuer à le faire comme citoyen, comme élu, et vous comptez sur nous pour s'assurer que vous puissiez continuer à le faire en toute liberté. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui? Oui, bonsoir. Moi, je reviens avec un dossier qui n'est pas réglé. On parle de participation citoyenne. Ça fait depuis 2009 qu'on demande qu'un terrain soit aménagé en parc. Maintenant, bon, toutes les deux, je pense que vous avez une vue différente, je pense, pour qu'est-ce qui va arriver avec ce dossier-là. C'est un terrain qui est à l'est de Marcel Pépin, qui devait être acquis par un promoteur, mais le promoteur se laisse vraiment désirer pour l'aménager. Et nous, on attend un parc. Vous parlez des familles. Vous savez, vous êtes tous les deux des papas maintenant. Vous savez combien c'est important pour les enfants un parc. Nous, vous parlez de mixité sociale. On a des condos d'un côté, on a des logements communautaires de l'autre. Les logements communautaires, il y a énormément d'enfants. On attend depuis 2009 un espace qui est mis en réserve depuis... c'est M. Lavallée qui l'avait mis en réserve, mais on ne peut pas en jouir, on ne peut pas l'aménager parce que le promoteur n'a toujours pas décidé ce qu'il faisait. Bon, de votre côté... Est-ce qu'on peut laisser les candidats... Non, mais je vais juste situer M. Croteau. Oui, je vais essayer. M. Croteau, vous êtes en attente, dites-vous, d'un avis juridique en attente depuis 11 mois. Et M. Gadouri, mais j'aimerais savoir si vous êtes élu, est-ce que vous allez forcer pour avoir l'avis juridique et est-ce que vous allez faire en sorte que ce soit un parc ou si ça va être des constructions? Nous, on pense qu'un parc serait plus important, un espace vert. Merci. Alors, c'est tout? Monsieur Croteau, en premier. Oui. Merci, Mme Pinchot, pour votre question. C'est un dossier que nous souhaitons dénouer depuis bien longtemps. Vous savez, et puis pour le bénéfice de tous et de toutes qui sont ici, qui ne connaissent pas nécessairement la problématique, c'est un terrain qui a été mis dans une entente entre la Ville de Montréal et un promoteur pour du développement immobilier en 2009 par l'administration de Gérald Tremblay et de André Lavallée dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Cet espace, malheureusement, a des critères de contamination très élevés, ce qui fait que le promoteur a fait le choix jusqu'à maintenant de ne pas développer le terrain. Alors, à la lumière de cette constatation, nous avons entrepris des démarches et avec vous, à la suite naturellement de vos pressions, et merci de demeurer vigilante, également d'autres citoyens qui voulaient savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce terrain-là. Bien entendu, l'espace actuellement, nous ne pouvons pas changer son zonage tant qu'il n'est pas libéré de cette clause contractuelle entre la Ville et le promoteur immobilier. Alors, vous le savez, on a demandé donc à la Ville de Montréal de nous fournir un avis juridique pour savoir si, comme arrondissement, nous pouvions le faire automatiquement, si, dans le fond, il y avait un délai de prescription sur la durée de non-développement. Nous sommes tout à fait stupéfaits, comme vous, d'avoir attendu 11 mois et nous attendons toujours qu'un avis juridique soit fourni là-dessus parce que notre intention, c'est de plus rapidement possible changer le zonage de l'ensemble du secteur du terrain pour qu'on puisse ensemble travailler sur ce futur parc et vous permettre de participer à son co-design. C'est notre souhait le plus cher. Merci. Madame Pinchot, je pense que ça vaut la peine d'expliquer un peu aux gens dans la salle. C'est une parcelle de terrain divisée en deux, une parcelle très contaminée, puis une parcelle peu contaminée. La parcelle peu contaminée était celle où on voulait voir naître un parc et l'autre parcelle devait avoir une construction.
Il y a encore une attente d'opinion juridique. Par contre, je veux prendre avec vous l'engagement suivant. La partie qui est déjà destinée depuis quasiment 10 ans à être un parc, on va la développer. Et puis quand on aura l'opinion juridique, quand on aura l'état d'évaluation de l'autre parcelle de terrain par rapport au taux de contamination, là, on ajustera. Mais à court terme, la promesse que vous avez eue il y a 10 ans, quand vous êtes installé dans votre nouveau logement, il faut qu'on vous la rende. On se doit de vous permettre, ce ne sera pas un grand parc, on est d'accord, mais vous allez avoir accès. Ce ne sera plus un terrain qui va servir de stationnement puis de remise à déchets pour le promoteur. Cette portion sud du parc Marcel Pépin, elle peut être développée sans avoir l'opinion juridique. L'engagement que je prends devant vous aujourd'hui, il est lourd de sens et je sais que vous allez me le rappeler, je le sais qu'on va le travailler ensemble, mais il va y avoir à court terme sur la portion sud un parc. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, au micro, s'il vous plaît, parce que c'est enregistré. Ma question s'adresse à M. Gabouri. Gabouri, désolé. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà été pour Projet Montréal. Et je me demandais qu'est-ce qui vous avait motivé à quitter le parti, si ce n'est pas indiscret. Oui, bien, j'ai abordé un peu le dossier tantôt là, d'entrée de jeu. J'étais en 2004 au congrès de fondation, donc un membre fondateur de Projet Montréal. Pour la petite histoire, je m'étais déjà engagé à me présenter candidat indépendant aux élections municipales avant que le parti soit formé. Là, en participant à la formation, là, je me suis engagé là, avec M. Bergeron dans la réalisation. Moi, j'arrivais des partis verts, là, donc d'apporter une saveur plus écologiste, disons, à la politique municipale. Et puis, ça fait bientôt 15 ans. Il y a 15 ans, ce discours-là, il n'était pas présent. Aujourd'hui, des engagements en transport actif, vous en trouvez dans les plateformes. Donc, il n'y a plus ce singulier dossier là, qui était seulement Projet Montréal. Et puis là, en 2009, je suis élu avec Projet Montréal. On est 2 élus dans Rosemont. Le maire sortant est élu avec Vision Montréal. Il décide en cours de route, lui, de changer de parti. Donc, vous avez là, un choix entre 2 transfuges ici à la mairie de Rosemont, la petite patrie. Mais je n'ai jamais réussi à trouver le moyen de travailler en équipe avec le maire sortant. Je me souviens, pour moi, là, une des plus grandes réalisations que j'ai réussies, c'est quand j'ai fermé un bout de rue le long du parc Beaubien et où on a fait des terrains de hockey-ball sur rue. À l'inauguration du terrain de hockey-ball, je me suis rendu compte, je n'étais pas dans le communiqué de presse, je n'étais même pas invité à l'événement. Pourtant, je m'étais battu pendant 2 ans pour ce projet-là. Et donc, il manquait cet espace de réalisation-là. Et là, M. Bergeron, lui, a changé de parti, est allé rejoindre M. Coderre au comité exécutif, puis je le voyais se réaliser. Réaliser le réseau électrique métropolitain, réaliser la stratégie centre-ville. Quand je disais à M. Baudet qu'on a inversé la tendance, qu'il y a maintenant un flux migratoire positif vers l'île de Montréal, M. Bergeron y a contribué. J'avais aussi, moi, envie de contribuer au développement de la ville de Montréal. Je suis allé voir le maire de Montréal. Je lui ai demandé la responsabilité du vélo. Il m'a dit oui. Et puis depuis, je suis fier. Là, on a adopté un plan vélo où on se fixe un objectif, 15 % de part modale. J'ai réussi en 2 ans à doubler 2 fois le budget des infrastructures cyclables. Donc, c'est par envie de réaliser pour les Montréalais des choses importantes. Merci. Monsieur. Oui, bien, merci. Puis, on est vraiment choyés d'avoir 2 excellents candidats à la mairie d'arrondissement. Ça démontre la profondeur de notre arrondissement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter vos positions.
Collège de Rosemont, c'est une institution, vous avez vu, on n'a pas planté nos questions tout au long du débat, mais on se veut de plus en plus des acteurs actifs dans la transformation de Montréal, des partenaires stratégiques pour faire en sorte que la ville se transforme. C'est quoi votre perception d'un établissement supérieur comme le Collège de Rosemont? Puis comment on peut travailler ensemble concrètement pour faire de l'arrondissement un meilleur milieu où les citoyens se sentent mieux et comment vous pouvez contribuer à la mission éducative des jeunes comme citoyens corporatifs à l'arrondissement? Des jeunes et des adultes. Hein? Oui, bien, Cégep à distance est ici. Quand je vous disais que j'étais présent, j'étais là, bien sûr, à l'inauguration des nouveaux locaux. Monsieur Godbout, merci pour les bons mots. Je vous lancerai la balle. Là. Je pense qu'il y a chez vous aussi, dans l'institution, là, des forces vives là, importantes. Pour le travail ensemble, peut-être que je vous donnerai un exemple où j'aurais aimé qu'on soit encore mieux coordonnés. C'est les travaux qui ont lieu juste en face d'ici. Vous m'aviez fait part là, à la veille des travaux de demande. Je n'ai pas pu toutes les remplir, mais pour moi, c'est un exemple où là, on a la Ville de Montréal qui vient investir à 100 mètres du collège 200 millions. Puis là, avoir été maire d'arrondissement plus tôt, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais comment contribuer à la mission éducative? Je vous avais parlé d'un projet à l'image là, de la polyvalente de Vaudreuil-Dorion, où les infrastructures municipales servent aussi de valeur éducative. Donc, on aurait pu, à même ce projet-là, partager. Là, le programme n'existe pas ici. Là, je pense que vous êtes à développer sciences infirmières, là, mais nous aurions pu, ensemble, avoir une approche chimie, analyse de l'eau. Il y aurait pu avoir là un exemple de participation. Et ça va se faire en collaboration constante. Je vous disais avant le début du débat, puis je tiens à le réitérer publiquement, je vous remerciais de nous avoir écrit une lettre dans laquelle vous identifiez des priorités pour vous et qui devraient, pour la plupart, devenir aussi des priorités d'arrondissement. Je pense qu'on partage quelque chose d'important. Dans la marque de commerce du Collège de Rosemont, dans la marque de commerce de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, il y a le verdissement. Je pense qu'il y a l'idée de cette révolution verte là, que vous avez mise en branle bien avant nous. Là. Et puis, je pense que là, on se rejoint dans la perception que les gens ont, autant du collège que de l'arrondissement. Je pense là, on aurait lieu de développer, d'être encore plus présent. Je pense notamment là, aux initiatives que vous avez en Parking Day, je pense au verdissement. Mais il faut être là aussi pour les décisions plus difficiles. Il faut que l'arrondissement soit là quand vous avez un enjeu important avec la piscine du Collège de Rosemont. Présentement, il faut que l'arrondissement soit un partenaire majeur avec vous pour ouvrir votre façade sur la rue Beaubien, pour que vous soyez plus attirant là, pour les gens. Et ça, je peux vous en assurer, je vais être présent, je vais travailler avec vous. Merci. M. Coteau. Merci beaucoup, M. Godbout, pour votre question. Nous avons eu la chance de nous rencontrer à plusieurs reprises. Je dirais la très grande majorité du temps, nous sommes d'accord sur à peu près toutes les orientations. Bien entendu, il y a parfois des sujets sur lesquels il peut y avoir des divergences. Mais le plus important, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est l'importance de créer des réseaux à l'intérieur même de l'arrondissement. Vous avez ici une pépinière de connaissances de gens qui veulent éventuellement, oui, apprendre, mais vivre aussi dans le quartier, élever une famille et vieillir dans l'arrondissement. Ce qui est extraordinaire dans Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est que vous avez plusieurs pôles d'emploi, que ce soit en technologie de la santé, en sciences de la santé, qui rejoignent directement vos priorités en éducation. Qu'on pense au secteur Est avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le centre EPIC,
l'Institut de cardiologie, Santa Cabrini, qu'on pense également au Technopôle Angus, qui développe tout en ce moment en matière de technologie de la santé, qu'on pense également au pôle du secteur Bellechasse. Il y a là des endroits extraordinaires pour faire de Rosemont la petite patrie un leader en matière de la santé, et vous en faites partie. Ce sur quoi nous travaillons depuis des années, c'est créer ces liens entre les différents partenaires. Nous avons travaillé avec PME Montréal pour créer ces liens-là et les différents partenaires du milieu pour faire en sorte que lorsque vient le temps de travailler sur un projet d'infrastructure comme l'agrandissement que vous allez mettre en place ici à la place de la piscine, c'est immédiatement des partenaires. J'ai immédiatement sauté 2 pieds joints pour vous accompagner dans cette démarche en écrivant au ministre pour l'inciter à accepter le financement du projet, pour travailler en collaboration et mettre à la disposition de vos services, nos services d'urbanisme, pour faire en sorte que ça avance très rapidement. À chaque jour, nous devons tout mettre en place pour être des partenaires et faire que tout l'arrondissement soit un grand lieu de réseautage qui profitera à tous les étudiants qui seront ici de passage et qui apprendront et qui pourront bénéficier de ces connaissances partout sur le territoire et finalement de mentorat auquel, ma foi, il est très important de mettre de l'avant. Merci. Comme il n'y a personne au micro, je me permettrais peut-être... Ah, oui, allez-y, je poserai ma question. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui. Ouais. Je me déplace beaucoup à vélo, donc je risque ma vie tous les jours. Principalement quand je dois côtoyer d'immenses camions. En fait, c'est des vannes, c'est des containers qui se promènent sur des rues comme Beaubien ou Bélanger. Je vous rappelle que depuis les 12 ou 18 derniers mois, il y a eu au moins 2 décès de cyclistes dus à une collision avec un camionneur. Il me semble que j'ai entendu parler d'un projet où on allait interdire les trop gros camions, ceux qui ont des tonnages ou des gabarits trop gros. Je sais que c'est long, ça demande de construire des entrepôts en périphérie de la ville et puis de changer toute une culture. Ma question, c'est tout simplement, où est-ce qu'on en est avec ça? J'ajouterais peut-être juste un petit complément par rapport à ça. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour qu'il y ait un accroissement de civilité dans nos rues et sur nos trottoirs à Montréal et dans l'arrondissement, au-delà de la taille des véhicules? Oui. On va commencer peut-être avec M. Cousin dans ce cas-ci. On a le temps. Merci beaucoup pour votre question, qui est très pertinente. Dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il y a 2 personnes particulièrement à vélo qui se sont fait heurter mortellement et 2 personnes âgées également qui marchaient, qui ont été aussi heurtées mortellement. Nous souhaitons de tout cœur qu'il y ait une révision de la grosseur des camions qui circulent sur nos rues. Bien entendu, c'est une démarche qu'il faut faire en partenariat avec le ministère des Transports pour que soit modifié et que la Ville ait plus de pouvoir en matière de réglementation là-dessus, pour avoir réellement un rôle à jouer. Au-delà du fait qu'on a un pouvoir en termes de plan de camionnage, il n'est pas normal de voir des trains routiers circuler dans nos rues, là où des gens vivent. Qu'on pense même à des rues comme d'Endurant ou encore qu'on pense à la 16e avenue plus bas, où les gens vivent, de voir des camions aussi gros circuler sur nos rues, c'est pas normal. Il faut mettre de l'avant des mesures aussi pour favoriser une livraison des marchandises dans des plus petits camions. Il existe des mesures extraordinaires dans d'autres villes où, justement, il y a des dépôts communs où des plus petits véhicules viennent chercher les marchandises et vont les livrer à proximité. Il faut mettre donc en place ce type de mesures et nous travaillons, nous, dans Rosemont, la petite patrie, sur ce type d'initiative. Au-delà aussi de la réglementation et l'encadrement des camions, c'est sur l'aménagement de nos rues qu'il faut travailler. Parce que lorsqu'un camion de cette grosseur peut faire un virage aussi rapide dans une intersection sans tenir compte qu'il y a un piéton ou un cycliste qui peut passer, ce n'est pas normal. Dans le rapport du coroner Brochu, lorsque une personne âgée a été heurtée mortellement au coin de Châteaubriand et Bélanger, la recommandation a été de construire systématiquement aux intersections des saillies de trottoirs, des avancées,
pour rendre le braquage du véhicule plus difficile et augmenter la visibilité des piétons et en même temps protéger les cyclistes. Il faut que cette mesure-là soit étendue partout sur nos rues. Il faut revoir l'aménagement pour rendre les comportements plus civiques. En fait, il faut mettre des indications urbanistiques qui font en sorte que le partage de la voie publique soit plus facile pour toutes et pour tous. Parce que parfois, un véhicule, un automobiliste a peur de frapper un cycliste parce que l'aménagement n'est pas adéquat, il n'y a pas de ligne claire. Il faut donc augmenter nos investissements pour améliorer l'aménagement urbain, pour que toutes et tous se sentent en sécurité lorsqu'ils sont à se déplacer. Puis adopter une vision zéro, c'est ça, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts et de blessés graves lors de collisions, de réduire de façon dramatique. Et dernière petite chose, la Direction de la santé publique nous a rencontrés il y a plusieurs mois pour dire que dans Rosemont-la-Petite-Patrie, les mesures que nous avions mises en place de saillies de trottoirs aux intersections avaient eu un effet direct sur la réduction des collisions entre automobilistes et piétons et entre automobilistes et cyclistes. Donc, il faut aller dans cette voie-là. Au-delà de la réglementation sur le camionnage, il faut revoir l'aménagement de nos rues. Merci. Je vais, dans un premier temps, parler des champs de compétences. Après, je viendrai spécifiquement à votre question sur les camions, puis je finirai sur le mieux vivre ensemble. Les champs de compétences, pour que les gens comprennent bien, le gouvernement fédéral, il a sa législation sur ce qui peut être vendu. Donc, quels camions peuvent être vendus au Canada. Le gouvernement provincial, il réglemente qu'est-ce qui peut rouler sur les routes au Québec. Pour nous, la municipalité, on est plus sur les aménagements en termes d'heures, donc le quand, et puis le comment, donc les plans de camionnage, là, où ils peuvent rouler. Premier, juste en clarification là, de qui fait quoi. Maintenant, M. Coder a adopté la vision zéro. Ça veut dire qu'on a un objectif de 0 décès, 0 blessés graves suite à des collisions. Et il annonçait, quand on a adopté la stratégie Vision zéro, la commission sur le camionnage qui s'est réunie, qui a déposé son rapport et où le comité exécutif a répondu. Où on en est, et puis là, dans un premier temps, je veux rassurer le maire sortant, là, il n'y a pas de train routier sur les routes. C'est un exemple. Là, sur les autoroutes, on voit ça, des trains routiers, là, 2, 3 vannes collées là, sur un tracteur. Ils n'ont pas le droit de circuler sur les routes de la Ville de Montréal, là, première chose. Ce qu'on veut faire, par contre, et ce n'est pas tant le tonnage du camion que la visibilité qu'a le conducteur de son environnement qui l'entoure. On voit en Europe beaucoup de camions là, donc à nez plat, où la visibilité du conducteur, puisqu'il est avancé, beaucoup de fenestration est finalement, somme toute, meilleure que celle d'un camion où le moteur est avancé. On a vu les mêmes modifications dans les autobus scolaires, là, donc à nez plat. Et notre objectif, c'est de travailler là, à l'exemple de Londres, à l'exemple de Portland, en partenariat avec l'Association du camionnage, pour arriver à identifier les véhicules où la visibilité est la moins bonne et puis les interdire de notre réseau et particulièrement à certaines heures de la journée. Ça, c'est où on en est rendu présentement. Maintenant, pour le mieux vivre ensemble, ce civisme, je pense que ça passe beaucoup par des espaces mieux délimités. On a annoncé un projet important là, d'une piste cyclable surélevée sur le boulevard Rosemont. Et ça, c'est une première fois à Montréal, ce modèle-là, où chacun des utilisateurs va dans la même direction. Donc, les pistes cyclables sont unidirectionnelles de chaque côté de la chaussée et on circule dans la même direction que les voitures, beaucoup plus facile aux intersections. Et donc, je pense qu'en ayant cet espace-là propre, on va limiter aussi les cyclistes sur le trottoir ou les automobilistes qui roulent dans des bandes cyclables. Merci. Oui. Bonjour, Maïté Gonzalez, citoyenne de Rosemont, puis directrice d'une installation d'un CPE dans Rosemont. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je vais essayer de me discipliner, limiter ça à une question, peut-être une autre, si vous me permettez. Ma question, ça serait, je vous ai beaucoup entendu, puis là-dessus, je suis contente d'encourager les gens en général, puis les jeunes en particulier d'aller voter. J'ai moi-même 2 jeunes là, qui vont pouvoir voter
Une pour la deuxième fois, puis l'autre pour la première fois cette année. Donc, ils vont être fortement encouragés, croyez-moi. Mais j'aimerais savoir, parce que moi, je suis convaincue que ça joue sur la population en général, puis sur les jeunes en particulier. Puis j'aimerais vous entendre les deux là-dessus. On a parlé un peu de comment les difficultés à collaborer quand c'est pas exactement le même parti qui est à la ville-centre. Puis je suis quelqu'un qui croit beaucoup au local, effectivement, les décisions, tout ça, je crois beaucoup à ça. Cela dit, je crois que Montréal, ça reste aussi ma région. Donc, moi, je souhaiterais entendre un autre type de politique où l'opposition n'est pas nécessairement le méchant. C'est un collaborateur, ou en tout cas, c'est des gens avec qui on peut construire quelque chose. Moi, j'entends ce soir des choses intéressantes des deux côtés. Je voudrais savoir comment chacun, puis dites-moi pas, nous, on va faire ça autrement. Comment vous entrevoyez ça, puis quelle réflexion vous avez dans chacun de vos équipes pour que ça puisse se réaliser si vous, M. Gadouri, si c'est Mme Plante, qui rentre à la mairie, ou au contraire, si ça demeure le projet Montréal dans Rosemont et l'équipe Coder à Montréal, comment on peut souhaiter qu'il y ait autre chose, puis pour essayer de mettre de côté le cynisme. Puis ma sous-question, peut-être nous parler un peu de vos équipes, puis s'il y a des membres féminines sur ces équipes-là, puis savoir un peu oui. ce qu'il y en est. Merci. Merci, Mme Gonzalez, pour la question. Si vous voulez, je pourrais vous parler dans un premier temps de Nathalie Fortin, candidate. Là, quand on traverse la 16e avenue, là, on se retrouve dans un autre district. C'est celui où Mme Fortin se présente. Et elle est vouée à être membre du comité exécutif. Donc là, ça serait quelqu'un... Depuis, il y avait... En fait, le maire Drapeau habitait Rosemont. Le maire Bourque habitait Rosemont. Là, on retrouverait, on retrouverait donc à la grande table des décisions de la ville-centre quelqu'un de Rosemont. Puis ça, je pense que c'est positif. Quand j'ai changé de parti, je suis arrivé à Ville-Centre, puis là, des sujets qui me tenaient à cœur, notamment les feux piétons aux intersections, où on me disait à l'arrondissement, les demandes sont envoyées, ils ont dit non. À Ville-Centre, il n'y avait pas envoyé de demande. Donc là, ça prend une équipe qui est capable de travailler avec les partenaires, notamment la Ville-Centre. Là, je pourrais donner un exemple pour vous montrer à quel point j'ai été capable de cette collaboration-là. Tout de suite après avoir gagné au premier conseil d'arrondissement, il y a un citoyen qui vient me sensibiliser sur le vol de vélo. Ça fait 8 ans maintenant. On a mis en place ensemble un comité anti-vol de vélo où j'ai réussi à faire siéger le service de police, le Bureau d'assurance du Canada, des partenaires Tandem, Vélo Québec. J'étais dans l'opposition. Il y a des gens qui sont capables de travailler avec les autres. Il y a des gens qui ont montré dans les 8 dernières années qu'ils ont extrêmement de difficultés à collaborer. Merci pour votre question. Vous savez, le premier geste à faire lorsqu'on parle de collaboration et de mieux travailler ensemble, c'est de parler de nos idées, parler des choses qu'on peut faire ensemble et tendre la main aux autres parties. Au cours des dernières années, au cours des 8 dernières années, il y a énormément de choses qui ont été faites entre l'arrondissement et la Ville de Montréal, que ce soit avec Gérald Tremblay, avec l'administration du maire Coder. Pensons à la bibliothèque Marc Favreau. C'est un travail d'équipe qui a été réalisé entre l'arrondissement et entre la Ville de Montréal. C'est un travail où on était capable de travailler main dans la main. Lorsqu'on a entrepris la démarche de construire une nouvelle piscine au coin de Bellechasse et de la 8e avenue, nous avons donc fait un travail de concertation avec la Ville de Montréal et finalement, on a été capable de réaliser ensemble un magnifique projet. Lorsqu'est venu l'enjeu de la piscine du collège de Rosemont, j'ai été capable de m'asseoir avec Jim Bays de l'équipe de Denis Coder dans mon bureau pour développer une offre et développer une alternative à ce projet-là. Nous avons donc rencontré même M. Godbout, et M. Godbout me regarde. Même si j'étais avec Projet Montréal et M. Bays avec M. Coder, nous nous sommes entendus pour faire en sorte que la collectivité puisse être gagnante. Lorsque nous avons travaillé sur la réfection des rues, j'ai rencontré à plusieurs reprises M. Salem, M. Pérez aussi, pour les conscientiser sur les enjeux locaux.
Et j'ai obtenu énormément de gains en travaillant en collaboration avec eux. Sur la question du bois de frêne et la question même, je vous dirais, plus globalement de l'agriculture urbaine, dans bien des projets, travailler également avec M. Ménard pour être capable d'obtenir une nouvelle réglementation pour les moutons et pour les poules dans Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est possible de le faire. Nous le faisons au quotidien. Bien entendu, il y arrive que nos visions s'opposent. Même si des personnes de bonne volonté veulent travailler ensemble, si nos visions s'opposent diamétralement, c'est normal qu'il y ait une brisure, qu'il n'y ait pas de discussion possible sur certains sujets. Puis c'est sain, justement, dans une démocratie, que tout le monde ne partage pas la même opinion. C'est de cette manière qu'on évolue, qu'on échange et qu'on fait évoluer les idées. C'est lorsqu'on est capable de se challenger qu'on puisse faire avancer les choses. Idéalement, il faut toujours aboutir sur un résultat positif, mais ce n'est pas possible en tout, surtout quand vous avez deux visions vraiment différentes de la ville. Alors, ce n'est pas une question de non-collaboration, c'est une question que nous ne sommes pas d'accord. Alors, c'est normal qu'on ne s'entende pas. Merci. Bonjour. Oui. J'ai une question qui s'adresse plus pour M. Gadouri au sujet du projet que vous envisagez d'entreprendre au quartier proche de Bellechasse et Rosemont pour ce qui est du quartier où c'est juste des piétons puis il n'y a pas d'automobiles qui ont droit d'y accéder. Puis aussi, comme, je sais pas, comment faire pour s'assurer de ne pas isoler ce quartier, comment faire pour encourager la création d'entreprises locaux plutôt que... Vous identifiez les bons enjeux quand vous parlez de commerces locaux, d'accessibilité. Comment on s'y prend? On a la chance d'avoir ce secteur-là à redévelopper dans une partie de la ville qui est très bien connectée en moyens de transport en commun. À quelques mètres d'une station de métro, ligne d'autobus importante, la colonne vertébrale de notre réseau cyclable y passe aussi. Et par contre, et là, nous, on respecte le choix de la mobilité des citoyens, il va y avoir aux extrémités des accès véhiculaires, notamment pour les livraisons, qu'on pense au déménagement, mais aussi pour des stationnements, notamment des stationnements incitatifs. Puis je reviendrai sur quand même quelque chose que j'adore dans notre plateforme électorale, les vélos cargo en libre service. Donc, on veut quand même qu'il y ait un changement dans la mobilité. Quand on fait un nouveau quartier, puis là, à côté de moi, j'ai des urbanistes, ils seraient capables de vous en parler longtemps, mais la promesse de ce nouveau quartier-là, sans voiture, c'est qu'elle laisse toute la place à l'humain. Donc, vraiment un quartier à échelle humaine et pas juste, là, on a parlé beaucoup en transport, mais vous mentionnez aussi, par l'offre commerciale, c'est important que les citoyens qui y habitent vont pouvoir trouver les fruits et légumes sur site, là, donc à proximité, aussi les loisirs, aussi on parlait d'institutions scolaires ce soir, et donc qu'il y ait aussi une école sur le site. Et il faut que organiquement ce site-là puisse vivre là, de lui-même, mais bien sûr, il sera connecté au reste de la ville, là, notamment aux trois extrémités. Ça forme un triangle, le site, donc au réseau de transport en commun, mais aussi au réseau véhiculaire là, par les extrémités. Merci. Votre question est très pertinente parce qu'il faut toujours avoir en tête Griffintown pour être certain de ne pas commettre une deuxième erreur fondamentale pour le développement d'un quartier. Tout d'abord, il faut que cet espace de plus de 35 000 mètres carrés demeure une propriété de la ville pour que la ville planifie elle-même à l'avance où seront implantées les futures installations sur ce terrain. Il faut également travailler en partenariat et en concertation avec l'ensemble des partenaires du milieu, ce qu'on a fait déjà depuis 2011, où on a créé une table de travail avec l'ensemble des gens du quartier pour se doter d'une planification urbanistique qui réponde aux aspirations de toutes et de tous. C'est-à-dire, nous avons besoin urgemment d'un centre communautaire dans l'ouest de l'arrondissement, donc dans ce secteur. Nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin de parcs, d'espaces aussi de sport et de loisirs.
également d'habitations abordables, de logements sociaux et de logements familiaux et du commerce. Il y a uniquement la Ville qui peut s'assurer de développer adéquatement en partenariat avec les gens. Si, par exemple, vous permettez à un propriétaire privé d'acquérir ce terrain, c'est lui qui va décider où le lot de terrain sera alloué pour une école ou un parc. Donc, vous pouvez facilement vous imaginer que l'école pourrait se retrouver au coin de Rosemont et Saint-Denis, puis le parc au coin de Bellechasse-Saint-Denis, des lieux horribles pour la question de la qualité. Donc, il faut que ce terrain-là demeure à une propriété de la Ville, qu'on planifie et qu'on le fasse ensemble, la collectivité. Un des facteurs importants, c'est de s'assurer une intégration également avec le reste du quartier. On a trop vu de mégatours se développer en contradiction avec le reste du milieu. Il faut que le quartier soit à échelle humaine, qu'il réponde aux besoins de l'ensemble des intervenants. Moi, j'ai la chance de compter dans notre équipe de candidats des personnes extraordinaires. Nous avons, par exemple, Stéphanie Watt, qui est dans le district d'Étienne-des-Marteaux, qui a à cœur toute la question du loisir chez les jeunes et les moins jeunes, comment développer des lieux différents pour être capable de faire un urbanisme plus intégré et mieux développé pour le jeu libre. Également, Jocelyn Posé, qui est le candidat dans Marie-Victorin, qui s'occupe des loisirs depuis 30 ans dans Marie-Victorin, qui pourra être un fer de lance sur le développement des futurs centres de loisirs. Également, Christine Gosselin, qui est dans le Vieux-Rosemont, qui est une spécialiste du développement culturel, qui va nous aider avec les partenaires du milieu avancé. Et François Limoges, qui depuis 8 ans travaille de façon acharnée pour répondre aux besoins du milieu, qui va être en mesure de nous aider, nous accompagner, et tout ça en collaboration avec la future administration Valérie Plante. Merci. Messieurs, il y aurait une dernière question. Vous êtes l'heureux? Oui, super. Bonjour. Premièrement, je me présente, Mathieu Gagné, président de l'association étudiante ici au Collège de Rosemont. Comme jeune, étant justement le futur de la ville, comme vous l'avez plusieurs fois dit, l'environnement, c'est un sujet super primordial pour nous. Vous avez parlé des espaces verts. Puis moi, la question s'adresse surtout à M. Gadouri. Mais qu'en est-il de la position du maire Coder sur L'Anse-à-Lorme? Si les espaces verts sont si importants, pourquoi a-t-il des positions telles qu'elles sont? Puis, ça serait peut-être pas une bonne idée de conserver les espaces qu'on a au lieu de construire des buildings. Fait que, c'est ça. C'est pas mal ma question. Merci, M. Gagné, pour la question. Félicitations pour votre présidence. Vous faites de la politique à temps plein aussi. Pour le dossier spécifique de L'Anse-à-Lorme, je serais tenté de vous dire deux choses. Premièrement, ça ne remet pas en question notre objectif qui est de 10 de terrain, de parcs naturalisés. Là. Donc, les parcs nature en font partie. On vient d'acheter Angel Woods notamment là, pour agrandir. Par contre, à L'Anse-à-Lorme, il y a, et là j'en ai parlé tantôt, une nouvelle ligne du réseau électrique métropolitain. Et on planifie autour des stations du réseau électrique métropolitain, on planifie des quartiers denses où les gens vont pouvoir se déplacer facilement en transport collectif. Notamment là, parce que le terminus de cette branche-là est à Sainte-Anne-de-Bellevue, là, mais notamment là, ça nous permet de développer des nouveaux quartiers très denses avec des commerces, on le mentionnait tantôt, et le long d'une nouvelle ligne de transport collectif, il est tout indiqué pour une société de développer des quartiers, dont celui-là, mais ça ne remet pas en question notre objectif de 10 on passe beaucoup par les parcs nature, mais l'objectif, il reste. Oui. Le projet le plus vert, c'est celui qu'on ne développe pas sur un espace vert. L'OCPM a été très clair là-dessus. Comme parti politique, pour nous, c'est un engagement ferme. Pas question de développer L'Anse-à-Lorme. Il y a un lieu extraordinaire de biodiversité. Ça fait partie du corridor vert qui favorise la migration de certains insectes et oiseaux. Si on veut permettre d'avoir une ville, d'avoir un corridor vert actif et qui permette la préservation des espèces,
il ne faut pas toucher à l'Anse-à-Lorme. L'OCPM a émis plusieurs recommandations et nous, on valorise les recommandations de l'OCPM. Vous savez, développer un nouveau quartier, ça veut dire investir dans des infrastructures souterraines, d'investir dans des nouvelles routes, de minéraliser des sols. Il y a beaucoup d'espaces dans nos quartiers centraux où on peut le faire, qui sont déjà minéralisés et les rendre plus verts. Dans Rosemont, la petite patrie, on le fait. On a transformé des îlots de chaleur en îlots de fraîcheur par du développement sur des endroits industriels. J'en ai parlé plus tôt. Lorsque nous avons obligé le verdissement lors de nouveaux projets, on a créé l'équivalent de 8 terrains de football. C'est de cette manière qu'on augmente notre canopée, notre verdissement. Mais ça, il faut le faire sur des terrains minéralisés. Lorsque vous avez la chance d'avoir des zones végétales de biodiversité aussi importantes à Montréal, il faut cesser cette vieille pratique du développement uniquement pour augmenter le taux de taxation dans certains secteurs. Ce territoire est trop riche pour qu'on puisse le troquer et c'est inacceptable qu'on envisage de construire des monster house dans un endroit aussi magnifique. Merci. Donc, c'était la dernière question compte tenu de l'heure. Je vais d'abord remercier le collège d'avoir organisé au nom de mes deux collègues, d'avoir organisé cet événement. Je pense qu'il a été fort intéressant. Je vais me permettre 2 petits commentaires. La question que j'aurais posée, que je ne peux pas poser, je la laisserai en suspens. C'est en rapport avec la première question qui a été posée par un intervenant. C'est la question de la fiscalité municipale. On sait que la fiscalité municipale au Québec est basée justement sur l'époque où les municipalités donnaient des services à la propriété. C'est devenu de moins en moins adéquat quand on migre vers les services à la population. Or, la fiscalité municipale actuellement est extrêmement lourde de conséquences pour les petits propriétaires, pour les personnes âgées dont les revenus sont fixes, voire déclinants en raison des modalités de leur rente. Je pense qu'il faudrait que dans un prochain exercice de relance du gouvernement du Québec sur les pouvoirs de la métropole, que cette question-là soit abordée, parce que je pense que c'est une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des élus en permanence et le gouvernement du Québec refuse d'ouvrir ce dossier-là et je pense qu'il va falloir à un moment donné que la pression se crée à cet effet-là. Petit commentaire d'une autre nature, je lance lundi soir prochain un ouvrage sur la mise en valeur du vieux Terrebonne depuis les années 1960. Je dis souvent qu'il se passe beaucoup de choses fort intéressantes aussi en banlieue. Et je pense que la métropole se porterait mieux si les banlieusards étaient plus curieux de Montréal et si les Montréalais étaient un peu plus curieux de la banlieue également. Je suis curieux, j'ai travaillé 8 ans à l'île des Moulins, un petit peu moins à l'île des Moulins dans le Vieux-Terrebonne, donc je suis très curieux. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir participé à cet événement. Merci.